Hello! Bonjour, bonjour! J'ai quelqu'un à vous présenter. J'ai eu un autre enfant. Il est pas trop cute? Link, mon deuxième fils. Bisous. Ça, c'est Assam. Et il s'appelle Link. C'est Justin qui a choisi le prénom. En fait, il s'appelle, sur son passeport, il s'appelle un lynx parce que c'est l'année des U. Et Justin l'appelait Lynx. En anglais, Lynx, quoi. Lynx, Link. Justin aime beaucoup, un peu trop, Zelda, et donc on l'a appelé Link. Donc voilà, des fois, il faut prendre le temps, et j'ai pris le temps. Donc merci de votre patience, merci de votre soutien éternel. Je raconte de la merde. Link, il se laisse porter, et dès que tu le portes et dès que tu le commences à le caresser, il ronronne et il s'allonge, et il est en kiffance totale, il vient, il s'assoit sur mes cuisses, il s'allonge sur moi, quand je dors sur le lit, il s'allonge à côté de moi, sur l'oreiller à côté de moi, il adore la présence humaine, quoi, donc c'est exactement ce dont j'avais besoin. Justin est venu évidemment me voir, j'avais besoin de câlinance humaine et féline, hein, donc voilà. Sam, pas de bêtises. Bon, je crois qu'il en profite parce qu'il sait que j'ai le dos tourné, mais on va y aller, on va y aller. Une mère se tourne vers les réseaux sociaux pour lancer un cri du cœur et dénoncer la sauvage attaque dont sa fille aurait été victime dans un contexte conjugal, il y a quelques jours, de la part d'un homme qui fait désormais face à de graves accusations. Mon amour de ma vie. Je ne reconnaissais pas ma propre fille à mon arrivée à l'hôpital. Il faut qu'il y ait justice quelque part, c'est désolé, Julie Chouanière, mère de Laurie Chouanière, dans un triste message publié sur Facebook mercredi soir en lien avec la violence conjugale dont aurait été victime sa fille de la part de son ex-conjoint Yann Philippe Leduc. Dans cette même publication, la résidente de Bromont a notamment attaché 2 photos du visage tuméfié de sa fille méconnaissable couchée dans un lit d'hôpital. On croit toujours que ça arrive juste aux autres ou à la télé. Mais quand le téléphone sonne à 5h30 du matin et que tu vois ta fille en FaceTime, le cœur t'arrête à rédiger Madame Chouanière dans une seconde publication. En effet, le service de police de l'agglomération de Longueuil a été appelé à intervenir sur l'avenue Colomb à Brossard le 30 décembre dernier. Une jeune femme dans la vingtaine a été transportée en centre hospitalier et avait subi des blessures importantes sur le haut du corps, confirme l'agent François Boucher. On ne craignait cependant pas pour sa vie. Bon, déjà, c'est déjà bien. Selon nos informations, la victime était bel et bien Laurie Chouanière. Cette dernière a d'ailleurs depuis remercié ses proches sur les réseaux sociaux. C'est officiellement la période la plus difficile de toute ma vie. Ce traumatisme va rester à tout jamais, a-t-elle commenté sur Facebook. Je remonte la côte tranquillement pour le moment. Quant au suspect, Yann Philippe Leduc, 27 ans, celui-ci a été arrêté sur place. L'entraîneur privé de Brossard fait face à plusieurs accusations, dont voies de fait, avec lésion de fait par étouffement, séquestration et bris de conditions. Ça veut dire quoi, bris de conditions? Il y avait des conditions à respecter de... peut-être un... comment on appelle ça? Une ordonnance de... protection, un truc comme ça, il n'avait pas le droit de l'approcher peut-être? Les accusations concernent le récent événement, ainsi qu'un autre événement de violence survenu contre sa présumée victime le 10 décembre dernier. Récidiviste. Le duc n'en serait toutefois pas à ses premiers coups, pardon j'ai laissé l'autre photo, le duc n'en serait pas à ses premiers coups portés envers une femme. En février 2022, il a entre autres été condamné à 3 ans de probation, des travaux communautaires et un suivi de 2 ans pour une accusation par voie sommaire de menaces et de voies de fait également dans un contexte conjugal. Le duc a déjà reçu une probation d'1 an pour avoir omis de se conformer à une ordonnance dans un contexte similaire. Je vais te montrer l'autre femme et tu vas comprendre comment je comprends pas que ce mec a juste eu 3 ans de sursis. Par ailleurs, une campagne de sociofinancement a été lancée afin de venir en aide à sa victime. Depuis déjà plusieurs mois, mon ami est victime de violences conjugales. Dans la nuit du 30 décembre, le pire est arrivé et celle-ci s'est fait défigurer sauvagement et presque tuée par son conjoint qui est actuellement en attente de son procès. Nous espérons que justice sera rendue car ce n'est malheureusement pas sa seule victime, a rédigé Kéliane Dumont, une amie de la victime. Je souhaite aider mon ami à reprendre sa vie en main et à prendre le temps de se rétablir émotionnellement, mentalement et physiquement sans stress financier, a-t-elle écrit. Détenu, le duc doit revenir à la cour le 10 janvier prochain afin de subir son enquête sur remise en liberté. D'autres accusations pourraient éventuellement être portées contre lui. Donc ça, c'est Laurie. Laurie a livré un témoignage poignant ce vendredi après qu'elle aurait été sauvagement attaquée par son ex-conjoint durant la période des fêtes. La meilleure période pour
s'attaquer à une femme. Selon lui, j'étais censée mourir, puis j'ai pensé mourir, confie la victime lors d'une entrevue exclusive. Clairement, l'homme voulait ma mort. Il voulait me défigurer, que je ne sois plus accessible pour personne. Dans les débuts, c'était parfait, l'homme parfait que toute femme rêve d'avoir. Toutefois, la victime confie que leur relation s'est tranquillement transformée au fur et à mesure qu'elle démontrait des signes d'attachement. Ils te courent après, ils font les gentils pendant des années, et une fois qu'ils tombent, tu m'intéresses plus, en fait. Hein. Une situation qu'elle compare à un poisson qui mord bien à l'hameçon. En décembre, la situation était telle qu'elle a déposé une plainte contre l'homme le 10 décembre. Celui-ci a toutefois fortement insisté pour qu'elle la retire, ce qu'elle a fait afin de calmer la situation. Elle dit aujourd'hui regretter cette décision. J'aurais dû laisser la plainte et juste partir parce que la situation n'aurait pas autant dégénéré, regrette-t-elle. Le film d'horreur a commencé. Laurie affirme que la querelle a débuté le 30 décembre, lorsque son ex-conjoint a appris qu'elle avait découvert qu'il lui avait menti. Ah, c'est lui qui ment et c'est elle qui se prend des coups dans la gueule. Elle s'apprêtait à vivre l'événement le plus violent de sa vie. Je l'ai découvert et ça l'a mis en colère. J'ai découvert toutes ces menteries. Mensonge en fait, menterie ça doit être une façon canadienne de dire mensonge. Donc elle a découvert ces mensonges et lorsqu'il est arrivé, le film d'horreur a commencé. Après une vive altercation, la jeune femme affirme qu'elle a été battue, étranglée par l'homme enragé. Tu te fais pécho en train de mentir et tu frappes en réponse. Génial. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, témoigne-t-elle. On dirait que tu te sens faiblir. Tu le sais que tu t'en vas vers la mort. Ça doit être horrible d'être dans cette situation de totale impuissance. La victime explique que cette attache sauvage était une forme de vengeance pour l'accusé. Selon elle, ce dernier ne voulait plus qu'elle puisse se remettre en couple dans le futur, parce qu'elle ne voulait pas être avec lui. Haram. Étant habituée aux épisodes de violence, Laurie a aussitôt remarqué à l'arrivée de l'accusé qu'il était particulièrement agressif et que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Elle a donc planifié son coup en ayant son portable à portée de main pour appeler la police au premier moment de répit. Elle a eu le... Et des fois, tu sens la folie des gens. Je ne voyais plus de mon œil gauche et mon œil droit était tellement fermé que c'était difficile de voir, raconte-t-elle. La première fois que je me suis regardée dans la salle de bain, je lui ai demandé comment il avait fait pour faire ça, sans réponse de sa part. Bientôt seule, la jeune femme affirme qu'elle a réussi à appeler le 911, un réflexe qui lui a sauvé la vie. J'ai été chanceuse, sûrement, je suis protégée par le ciel. La victime raconte qu'elle s'était dévêtue en attendant les policiers, désirant être lavée puisqu'elle était couverte de sang. Au moment où j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, je suis sortie de la salle de bain, j'ai mis mes bras en l'air et j'ai crié « Aidez-moi, aidez-moi !» Putain, mesquina, j'ai envie de pleurer. J'ai des blessures physiques autant que mentales. Laurie a décidé de s'exprimer aujourd'hui pour lancer un message de soutien aux victimes de violences conjugales. Je souhaite vraiment aider d'autres femmes qui sont dans la même situation que moi pour pouvoir s'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand tu vois la mort d'aussi près, tu ne penses pas que ça peut t'arriver. Tu penses que tu es invincible et que ça n'arrive que dans les films d'horreur ou autres. La jeune femme reconnaît cependant que ses blessures sont non seulement physiques, mais aussi et surtout mentales. Le physique, ça se répare plus rapidement, mais le mental, ça va rester à tout jamais, toute ma vie. Ça va rester un traumatisme comme un film d'horreur dans ma tête, confie-t-elle sans pouvoir retenir ses larmes. Mskina. Et ça, c'est la partie qui est encore plus énervante. TVA Nouvelle a appris lundi que l'entraîneur privé Yann-Philippe Leduc, donc le Haram qui est responsable, s'en serait pris physiquement à une autre jeune femme la même journée, le 30 décembre dernier, à Brossard, sur la rive sud de Montréal. Sabrina Germain, âgée de 33 ans, livre avec émotion son témoignage. On peut constater de nombreuses blessures sur le visage de la jeune femme. En effet, elle a dû être hospitalisée un certain moment pour soigner ses blessures. Toujours très fragile sur le plan psychologique, celle-ci raconte que ce n'est pas la première fois qu'elle aurait été victime de violence conjugale de la part de cet homme. Yann-Philippe Leduc l'aurait battu dans sa voiture sur le boulevard Lapinière à Brossard après avoir reçu un appel de l'autre victime, Laurie. Il a reçu un coup de fil de son ex-copine Laurie, il m'avait dit que je n'avais pas intérêt à parler. Il n'avait pas réussi à raccrocher le téléphone, alors Laurie a entendu ma voix. Du trajet de Montréal à Brossard, il m'a frappé. Avec de violents coups de poing, il m'a étranglé à en perdre connaissance. Près de la maison de Yann, où Laurie l'attendait, Sabrina a réussi à sortir de la voiture à moitié consciente. Je suis partie à la course et je suis tombée dans un ravin. J'ai perdu connaissance pendant je ne sais pas combien de temps. À l'hôpital, Sabrina a été diagnostiquée d'un traumatisme crânien et d'une commotion cérébrale sévère. Celle-ci avait les cartilages du nez endommagés et la lèvre fendue. Yann
fait déjà face à plusieurs accusations, dont voie de fait avec lésion, voie de fait par étouffement, séquestration et bris de conditions. La cause de Yann-Philippe Leduc a été repoussée à fin janvier, donc cause, j'imagine, ça veut dire procès. Le ministère public s'oppose à sa remise en liberté. Tu m'étonnes, vous l'avez déjà laissé libre une fois, alors que c'était quand même déjà grave. Il y a un risque de récidive. On est d'avis qu'il peut représenter un risque pour la sécurité des victimes et pour la sécurité du public s'il est remis en liberté. Par la nature des gestes très graves en contexte de violence conjugale, il y a l'aspect de la confiance du public envers l'administration de la justice qui doit être protégée. Alors c'est certain que c'est un cas d'objection, commente la procureure de la couronne, maître Laurence Talissé. Je suis sûre que le mec l'a trompé, je suis sûre que c'est ça les mensonges dont il est question. On n'a pas le détail, malheureusement, en tout cas pas dans cet article. Ah, peut-être c'est autre chose, mais bon. Il prend des stéroïdes, le gars, bah écoute, t'as vu la photo tout à l'heure. Non, pas celle-ci, il faisait du machin là, bodybuilding, bidule là. C'est lui ça. Dis-toi les muscles qu'il a ce mec, alors même si c'est des muscles en carton hein, qui sont. Pour moi c'est un petit peu comme les. Tu sais, comment on appelle ça? Les escalopes de poulet qui sont gonflées à l'eau, tu sais, pour te les vendre plus cher, pour qu'elles soient plus lourdes sur la balance. Une fois que tu l'as fait cuire, y a plus rien, tu vois. Donc ce mec là il fait pas de sport pendant une semaine, il perd 40% de sa masse musculaire. Il est avéré qu'il est sous stéroïdes. Hein. Je dis ça, je suis méchante, mais c'est parce que j'ai pas envie d'être gentille avec ce de la haram. Et si ça vous est déjà arrivé d'être dans une relation où on vous a trompé et que la personne est jalouse ou jaloux, c'est souvent parce que eux ils font des trucs derrière. Si tu te mets en couple avec quelqu'un et qu'il est un peu jaloux pour rien, genre il veut fliquer le téléphone ou il est un peu trop suspicieux des potes mecs que tu peux avoir, barre-toi en courant, hein. Mais c'est pour ça qu'ils sont comme ça, en fait, parce qu'ils se disent putain, j'arrive à la tromper, j'arrive à avoir d'autres meufs à côté. Il y a les messages dans mon téléphone, il y a tout dans mon téléphone, elle le sait pas parce qu'elle me fait confiance comme une teubée. Et genre, elle a fait pas la même chose, moi, c'est ça. Désolée, je vous ai gâché les escalopes de poulet à vie. Un geste à l'encontre de ses croyances. Après avoir reçu des transfusions sanguines contre sa volonté, une témoin de Jéhovah poursuit l'Espagne devant la Cour européenne des droits de l'homme ce mercredi. Rosa Edelmira Pindo Mula, une équatorienne de 53 ans, a déposé en mars 2020 une requête devant la CEDH qui statue sur les violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans les 46 pays qui ont ratifié ce texte. La témoin de Jéhovah reproche aux autorités espagnoles de ne pas avoir tenu compte de son refus absolu de transfusion sanguine conformément à sa foi. Pour les personnes qui ne le savaient pas, les témoins de Jéhovah ont l'interdiction d'accepter le sang d'une autre personne. L'audience est ouverte mercredi matin devant la grande chambre de la CEDH, composée de 17 juges de différentes nationalités. Waouh 17 c'est énorme. À la suite d'examens médicaux en juillet 2017, il avait été conseillé à Rosa de se faire opérer. La patiente avait alors fourni 3 documents, des directives anticipées, une procuration de longue durée et un formulaire de consentement éclairé, dans lesquels elle indiquait refuser recevoir toute transfusion sanguine, sang, globules rouges, globules blancs, plaquettes ou plasma. Dans ces documents, elle précise voilà, je ne veux pas de ça, même si ma vie est en danger. La foi est telle que la personne, même si elle doit mourir de son opération, c'est quelque chose qu'elle accepte. Elle précisait qu'elle acceptait tout traitement médical n'impliquant pas l'usage de sang, plusieurs transfusions durant une opération. Ils en ont fait plusieurs, comment c'est possible? Tu le fais une fois à la rigueur, tu dis bon, ils se sont trompés, ils n'ont pas vu le papier. Mais plusieurs, comment c'est possible? Le 6 juin 2018, Rosa a été admise à l'hôpital de Soria où elle réside, et le lendemain, elle a été transférée dans un hôpital madrilène en raison d'une hémorragie. Après avoir appris qu'elle était témoin de Jéhovah, les anesthésistes de cet hôpital ont sollicité l'avis du juge de permanence. Celui-ci ne connaissait pas les souhaits précis de la patiente, pourtant il y a des papiers, mais c'est pas grave, et ne disposait pas d'informations concrètes sur son état de santé, et il a autorisé toute intervention médicale ou chirurgicale nécessaire pour lui sauver la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, là, les gens? La patiente a ensuite subi une intervention chirurgicale et reçu des transfusions sanguines, donc plusieurs, caractère sacré du sang. Pour rappel, les témoins de Jéhovah refusent toutes les transfusions de sang, car selon leur interprétation de la Bible, ce dernier revêt un caractère sacré. Mais si ça a un caractère sacré, le mélanger, c'est pas grave, parce que tu mélanges à quelque chose d'autre qui est sacré aussi. Non, il faudrait plus de détails sur ça. Après avoir attaqué la décision du juge de permanence et perdu en justice en Espagne, elle a introduit un recours devant la CEDH invoquant les articles 8, droit au respect de la vie privée, article 9, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. À l'issue de l'audience, la cour qui est basée à Strasbourg mettra sa décision en délibéré, celle-ci devrait être connue dans quelques mois. Mais qu'en pensez-vous? Pourquoi elle est allée à l'hôpital? Elle avait besoin d'intervention, mais il y a d'autres choses possibles, comme une transfusion de sang.
Si un patient ne veut pas être opéré et qu'il veut mourir, c'est pas la responsabilité du médecin, hein. Surtout si elle a écrit un papier avant pour dire «laissez-moi mourir». Moi, je suis quelqu'un de croyant, donc je respecte les croyances des autres. En réalité, elle a raison, parce qu'elle l'a dit. Elle l'a dit sur des papiers, elle l'a signé, elle l'a précisé, et on savait qu'elle était témoin de Jéhovah. Elle était consciente lors de la transfusion, non, elle était sous anesthésie générale. Sinon, elle aurait dit ouais, je vous faites quoi là? C'est quoi cette pochette rouge là? Est-ce qu'elle est excommuniée? Non, t'es pas excommuniée quand c'est quelqu'un d'autre qui te fait quelque chose. En fait, je dis ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a des témoins de Jéhovah parmi nous? Les musulmans ne croient pas en la théorie de l'évolution. Les chrétiens non plus. Les juifs non plus. Les musulmans, chrétiens et juifs pensent que Dieu a envoyé Ève et Adam. Comme ça, voilà, tout prêt, ils étaient prêts à porter. Excommuniée, ça veut dire qu'elle serait donc bannie de la communauté, bannie de Twitch, bannie de la communauté des témoins de Jéhovah. Je pense que t'es banne si tu fais quelque chose de volontairement. Si tu respectes pas les CGU volontairement, elle a pas fait, elle a pas, c'est pas elle qui les a pas respectés. Il veut rester là. Je vous avais dit qu'il était trop câlin. Celle-là, vous avez dû la voir parce que la vidéo a été virale. Une juge du Nevada a été attaquée mercredi par un accusé dans une affaire de coups et blessures. Le mec est là pour coups et blessures et il fait des coups et blessures sur la juge. Donc il n'a pas trop compris. Il a sauté par-dessus une table de défense et le banc de la juge, atterrissant sur elle et déclenchant une bagarre sanglante impliquant des fonctionnaires du tribunal et des avocats. Dans une scène violente capturée par une vidéo de la salle d'audience, la juge du district du comté de Clark, Mary Kay Oltus, est tombée de son siège contre un mur et a subi quelques blessures mais n'a pas été hospitalisée. Vidéo. Tu le vois comme ça, il a l'air normal le mec. Il a l'air... Je mérite une seconde chance, qu'il a dit. Il a volé le mec. On dirait il y avait un trampoline. Un commissaire de la salle d'audience a également été blessé alors qu'il venait en aide à la juge et a été hospitalisé pour soigner une entaille saignante au front et une épaule déboîtée, carrément. L'attaque s'est produite vers 11h au Regional Justice Center de Las Vegas. C'est arrivé si vite. L'accusé, Deobra Delon Redden, 30 ans, a été plaqué au sol derrière le banc de la juge par plusieurs agents du tribunal de la prison, ainsi que par des membres du personnel de la salle d'audience, dont certains sont vus en train de donner des coups de poing. Le mec était parti, quoi. Il a été arrêté et emprisonné au centre de détention du comté de Clark, où les dossiers montrent qu'il fait face à plusieurs nouvelles accusations criminelles, notamment de coups et de blessures sur une personne protégée, faisant référence à la juge et aux agents du tribunal. C'est arrivé si vite qu'il était difficile de savoir quoi faire, a raconté Richard Scow, le procureur en chef du comté, qui a poursuivi Redden dans une affaire découlant d'une arrestation l'année dernière, sur des allégations selon lesquelles Redden, donc Deobra, là, aurait attaqué une personne avec un bâton de baseball, une batte de baseball. Il a prouvé en fait qu'il ne fallait pas le libérer. L'avocat de la défense de Redden, César Almacé, n'a pas répondu aux messages téléphoniques et électroniques ultérieurs, sollicitant des commentaires. Tu m'étonnes. Calme jusqu'à preuve du contraire. Redden n'était pas en détention lorsqu'il est arrivé au tribunal mercredi. Il portait une chemise blanche et un pantalon sombre alors qu'il se tenait à côté de son avocat, demandant à la juge la clémence, tout en se décrivant comme une personne qui n'arrête jamais d'essayer de faire la bonne chose, peu importe la difficulté. Excuse-moi, mais alors, bon, faut pas que je rigole parce qu'apparemment il a été, déclaré schizophrène ou quelque chose comme ça. Je continue, je suis pas certaine. Je ne suis pas une personne rebelle, a-t-il fait valoir à la juge, ajoutant plus tard qu'il ne pensait pas qu'il devait être envoyé en prison. Mais si cela vous convient, vous devez faire ce que vous avez à faire. Alors que la juge a clairement indiqué qu'elle avait l'intention de le mettre derrière les barreaux et que le maréchal a décidé de le menotter, Redden a crié des jurons, il l'a insulté de bitch, hein, on a entendu, et a chargé, tel un buffle, au milieu des cris des personnes qui étaient assises avec Redden dans la salle d'audience. Les dossiers ont montré que Redden, un résident de Las Vegas, a été évalué et jugé mentalement apte à subir son procès avant de plaider coupable en novembre à une accusation réduite de tentative de coups et blessures ayant causé des lésions corporelles importantes. Il avait déjà purgé une peine de prison dans le Nevada pour coups et blessures, dans un contexte conjugal, hein, pourquoi pas, selon les archives de l'État. La juge, procureure de carrière avec plus de 27 ans d'expérience, donc elle, là, a été élue à la magistrature du tribunal d'État en 2018 et de nouveau en 2022. C'est avec un masque sur la tête façon Hannibal Lecter et des protections rouges au poing qu'est apparu Deobra Redden lundi 8 janvier lors d'une nouvelle audience face à la juge Mary Kay Oltus
dans le Nevada. En plus de l'accusation à laquelle il faisait face, Deobra Reden a été inculpé d'un seul chef d'accusation de coups et blessures sur une personne protégée, donc la juge et les autres personnes du tribunal, entraînant des blessures et des coups et blessures importants. Il est dans la mierda totale. Il semblait que j'avais vu quelque part qu'il avait été déclaré schizophrène, parce que je suis étonnée de lire dans certains articles qu'ils disent que il est apte à être jugé. Après, schizophrène ou pas, on a vu ça hein, sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'affaires dans lesquelles il y avait des personnes qui étaient schizophrènes, borderline, bipolaires, enfin tous les troubles que tu veux, et ils sont quand même jugés pour meurtre ou viol ou autre, ou ce que tu veux, et ils vont quand même en prison. Donc c'est très très rare aux États-Unis d'obtenir une condamnation, entre guillemets, dans un hôpital psychiatrique, par exemple. Ça a été le cas de Isabella Guzman, j'avais traité cette vidéo. Mais c'est très très rare, c'est très très rare. Et il y a des prisonniers eux-mêmes qui disent je préfère la prison qu'un hôpital psychiatrique. C'est quand même chaud. On va sur une prochaine, et alors là, qui c'est de quoi ça parle, de quoi ça s'agit? Pistorius, Oscar, de sportif, tout à fait. C'est un sportif handisport. Cette affaire, je l'ai traitée sur ma chaîne et c'était une des premières vidéos, et ça, elle m'a vraiment... Bah, elles m'ont toutes, hein. Blade Runner, exactement, Chalumeau. J'étais étonnée de voir de ces nouvelles, je pensais pas que ça allait arriver tôt. 10 ans après le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp, pour lequel il a été condamné, l'ancien champion paralympique Oscar Pistorius a été libéré ce vendredi 5 janvier 2024. Un meurtre qui avait marqué l'Afrique du Sud. Condamné pour avoir tué sa petite amie en 2013, Oscar Pistorius, ancien athlète paralympique, a obtenu sa libération conditionnelle et est sorti de prison ce vendredi 5 janvier. Cette libération conditionnelle obtenue le 24 novembre dernier s'accompagne de certaines règles. Il devra suivre une thérapie pour ses colères. Il l'a pas fait pendant les 10 piges qu'il était en prison. Effectuer des travaux d'intérêt général et suivre une thérapie sur les violences faites aux femmes, a énuméré le porte-parole de la famille de Riva Steenkamp, victime de l'athlète. Les détails et l'heure de sa libération n'avaient pas été divulgués par les autorités afin de préserver la sécurité de l'ancien champion qui est maintenant chez lui. J'aimerais bien savoir c'est où chez lui. Au matin du 14 février 2013, Saint-Valentin, Oscar Pistorius a tiré à 4 reprises dans la porte des toilettes où se trouvait sa petite amie, la mannequin et présentatrice Riva Steenkamp. Touchée à plusieurs reprises, cette dernière est décédée rapidement. Placé en garde à vue le jour même, l'athlète sud-africain a nié avoir volontairement abattu la jeune femme, mais avoir fait feu sur ce qu'il pensait être un cambrioleur. C'est du gros mytho. Regarde ma vidéo, je parle vraiment en détail de pourquoi c'est un mytho. Une première fois condamné pour homicide involontaire, les faits ont été requalifiés en seconde instance et Oscar Pistorius a été condamné pour meurtre à 13 ans et 5 mois de prison, ce qui, avec le temps déjà passé derrière les barreaux durant la procédure, équivalait à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. En Afrique du Sud, la libération conditionnelle peut être demandée par un détenu à compter de l'écoulement de la moitié de sa peine. Oscar Pistorius pouvait donc formuler cette demande depuis juillet 2021. Une première commission avait refusé sa libération en mars 2023, avant que sa décision ne soit réexaminée en novembre. Qu'est-ce qu'on en pense de Riva Steenkamp? Il y a une image qui je trouve, a été particulièrement forte, une image de lui au tribunal, qui essaie d'attendrir le tribunal par son handicap. Le truc que je ne supporte pas, le truc que personne ne supporte en réalité, et les premiers sont les personnes handicapées. Donc en fait, tu le voyais marcher sur ses moignons, on appelle ça des moignons, je crois. Il marchait sur ses moignons de jambes, quoi. Et genre, il pleurait et tout. Oh, 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 je suis une victime dans cette histoire. Il n'y a rien qui va dans cette affaire, ils se sont embrouillés la veille, je crois. Pendant la nuit, il y a des témoins qui ont entendu des cris, et ça, c'est ce dont je me souviens comme ça par bribes, vite fait. Et en fait, il a dit qu'il était sorti, il me semble, qu'il a dit qu'il était sorti de la chambre à coucher sans s'apercevoir qu'elle était plus dans le lit. Il croyait qu'elle était encore dans le lit parce qu'il faisait tout noir et qu'il l'a pas vu. Mais arrête de prendre des gens pour des cons. Vraiment, l'élément qui est le plus parlant, ou en tout cas un des éléments qui, à mon sens, était le plus parlant, c'est le fait que t'es dans ton lit, avec ton autre moitié, et t'entends soi-disant un intrus. La première chose que tu fais, c'est toucher, voir est-ce que la personne que t'aimes est là, tu vois. Moi, je sais que ça arrive, je vais toucher Justin, et putain, Justin, je crois qu'il y a quelqu'un. Viens, on prend tous les deux une batte de baseball, et viens, on va essayer de se défendre, quoi. Mais genre, tu vas pas prendre une arme à feu dans ta commode de nuit, là, dans ta table de nuit, la prendre, ne pas calculer du tout la personne qui est avec toi et qui est censée être ton autre moitié, là, et tu vas dans les toilettes et tu tires dans le noir.
sans savoir que sans dire qui est là, je vais te tirer dessus, sors de chez moi, je sais pas moi, putain, merde. Non, 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 je suis énervée. Et il a su viser. Alors après, c'est une toilette, donc c'est pas très grand, tu vois. Et il a tiré, bam, 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 il a tiré plusieurs coups de feu. T'étais sûr qu'il y en avait au moins un qui allait. Voilà. Mais il y a un historique entre les deux qui coïncide pas. Il y a rien qui va dans cette affaire, putain. Regarde ma vidéo sur YouTube. Regarde ma vidéo, je mettrai un lien pour quand je mettrai cette vidéo en replay. Oscar Pistorius. Notre prochaine affaire nous emmène au Québec. Alors on y va pour une prochaine qui, elle, va mettre les nerfs je suis énervée aujourd'hui, mais après, Stig, c'est ta faute un petit peu quand même. J'aime bien quand on est tous énervés en cœur. Bien dit, jeune Lotus. Ça fait du bien. C'est dans une pièce avec que des énervés. J'ai envie de manger un donut. Putain, faut que je me calme. Vous avez des commentaires à faire sur la photo là ou pas? Ça m'intrigue parce que moi, j'ai vu celle-là. Et puis j'ai vu celle-là. J'ai dit lui, je le sens pas. Il a pas la gueule d'une victime, c'est sûr. Évidemment, comme j'ai toujours raison, eh ben j'avais raison. Un homme de 66 ans a comparu mardi pour faire face à 12 chefs d'accusation suspense, à caractère sexuel sur des jeunes garçons. Comment ne pas être énervé? Les gestes remonteraient à une quarantaine d'années et seraient survenus alors qu'il était en position d'autorité dans les cadets. C'est quoi les cadets? Raymond Nadeau fait face à 6 chefs d'attentats à la pudeur et 6 autres de grossière indécence pour des gestes allégués sur 6 victimes âgées de moins de 16 ans au moment des faits selon la Sûreté du Québec. Les événements seraient survenus entre janvier 78 et septembre 81 à Saint-Gabriel de Valcatier et à divers endroits en Beauce. C'est comme ça qu'on dit Beauce? Selon les autorités, Nadeau aurait profité de son statut d'instructeur dans les cadets pour abuser de jeunes garçons. L'enquêtant a démontré que le suspect aurait pu faire d'autres victimes, précise la Sûreté du Québec. Ça fait 45 ans que j'attends, putain. L'un des 6 plaignants a assisté mardi au Palais de justice de Québec à la comparution de Raymond Nadeau, qui était en visioconférence à partir d'un poste de la Sûreté du Québec. Si 5 des présumées victimes ont demandé qu'une ordonnance protégeant leur identité soit prononcée, Jean-Paul Maheu, lui, tenait à dénoncer ouvertement. Bravo Jean-Paul, t'es un brave. Ça fait 45 ans que j'attends ça, a confié, en ravalant un sanglot, l'homme maintenant âgé de 57 ans, à sa sortie de la salle d'audience. T'imagines? Raymond a été remis en liberté sous diverses conditions en attendant la suite de son dossier. Il reviendra devant le tribunal en avril prochain. Impliqué auprès des enfants, l'accusé de 66 ans a été à la tête pendant plusieurs années de la firme Le Concierge, qu'il avait fondée en 2003. Il l'a fondée lui-même? Ça veut dire qu'il l'a fait exprès. Il offrait des services de conciergerie privée. Selon le site web de l'entreprise, Nadeau a quitté la direction de l'entreprise en 2020. La firme a depuis changé de nom pour Royal Diligence. Il a aussi fondé une firme de réseautage dans les dernières années. C'est quoi réseautage? Selon ses nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Raymond Nadeau demeurait impliqué dans plusieurs domaines, notamment au niveau communautaire au sein du club Kiwani, Québec, qui vient en aide à des enfants dans le besoin. Arrête de manger mes cheveux, mon fils. Kiwani, c'est quoi? C'est un genre de scout du Canada, du Québec, c'est ça? Les scouts aux États-Unis, là, le documentaire est incroyable sur Netflix. Franchement, il m'a beaucoup ému parce qu'il y a des victimes qui parlent, voilà, à visage découvert aussi et tout. Et tu te dis, purée, c'est un truc de ouf. La bouffe, c'est bien. Quand on parle de bouffe, moi, tout de suite, je me sens déjà mieux. On va en Italie pour la prochaine affaire. Une femme de Pavie, au sud de Milan, s'est retrouvée seule avec ses 2 fils après s'être séparée de son mari. Les garçons ont obtenu leur diplôme, mais ont eu de la peine à trouver un emploi stable. La mamma a donc accepté qu'ils continuent à vivre chez elle. Le jour où ils ont trouvé un travail, elle a pensé qu'ils allaient partir, mais ils ont décidé de rester. Et aujourd'hui, elle a 75 ans et vit toujours avec ses fils de 40 et 42 ans, qui ont en plus la fâcheuse habitude de rentrer en pleine nuit en laissant leurs affaires traîner partout. Brûle-les, tu as le droit, c'est chez toi. Toutes ces tentatives de les faire partir ayant échoué, elle s'est résolue à se tourner vers la justice qui lui a donné raison. Non! En effet, rapporte le journal La Provincia Pavese, cité par Sky TG24, le juge a estimé que le séjour chez leur maman pouvait initialement être considéré comme justifié, car fondé sur l'obligation alimentaire incombant aux parents. Ah, t'as une obligation alimentaire qui t'incombe en tant que parent au-delà de 18 ans? En Italie? Ou partout dans le monde? Hein? C'était pas au courant, là. Mais cela n'est plus le cas avec des individus quadragénaires. Voilà, merci, nous sommes d'accord. Et il n'existe aucune disposition dans la législation qui attribue à l'enfant majeur le droit inconditionnel de rester dans le foyer appartenant exclusivement aux parents.
Le fait que les fils n'ont jamais aidé aux dépenses du ménage, ni donné le moindre coup de main à leur maman n'a pas joué en leur faveur. Jusqu'à 42 ans et ils n'ont pas donné un sou? Mais quelle ingratitude, hein. Ils ont jusqu'au 18 décembre pour quitter les lieux. C'est bien fait pour leur gueule, hein. Enfin c'est bien fait. Mais la maman, elle a été patiente quand même, 42 piges. Ah, je sais pas si j'aurais eu la même patience, hein. Enfin, s'ils font le ménage, si c'est des amours, qui te massent les pieds, que tu vois, ils te font des petits cadeaux de temps en temps, que. Bon, pourquoi pas? Garder les enfants à la maison, moi ça me dérangerait pas. Mais c'était un fardeau pour ton parent qui a 75 ans, excuse-moi, non. Comment vont-ils faire quand maman va quitter le monde? C'est une excellente question, Fahimna. Je suis sicilienne, je vous jure, les mamans avec leurs fils, c'est un délire. Mon frère, 40 ans, allongé sur le canapé, a raconté ses problèmes à ma mère comme si c'était son. Qui raconte ses problèmes à sa daronne? Qui raconte toute sa vie à sa daronne? Pas que les problèmes, toute la vie. Une femme du Texas a été arrêtée la semaine dernière, donc bon, ça se passe en janvier, mais l'article a été publié peu de temps après. Donc une femme du Texas a été arrêtée la semaine dernière après avoir prétendument tenté d'acheter l'enfant d'une femme dans un magasin Walmart, a indiqué la police. Une idée de génie. Rebecca Lannett Taylor, 49 ans, a été arrêtée mardi et accusée de vente ou d'achat d'un enfant, un crime au 3e degré. Taylor aurait approché une femme qui avait son bébé dans un siège auto et son fils d'1 an dans un caddie, dans la section de caisse automatique d'un Walmart à Crockett, à environ 120 miles au nord de Houston, le 13 janvier 2022. Donc elle est partie à la caisse automatique, hein, donc elle s'est peut-être dit que l'achat allait se faire plus rapidement si tu le faisais toi-même à la caisse, le self-checkout. Taylor aurait commenté les cheveux blonds et les yeux bleus du fils de la femme et lui aurait demandé pour combien elle pourrait l'acheter. Mais il est blond, il a les yeux bleus, il est magnifique cet enfant. Combien coûte-t-il, madame, s'il vous plaît? La mère a essayé de rire de ce commentaire, pensant que Taylor plaisantait. Taylor lui a dit qu'elle avait 250 000 $ dans sa voiture et que c'est ce qu'elle paierait pour lui. La mère lui a dit qu'aucune somme d'argent ne suffirait. La mère dit à Taylor de rester loin de son fils. Dégage de là, laisse-moi tranquille. Taylor affirme qu'il était la personne idéale. Bah oui, parce qu'il est blond, les yeux bleus. Ça passe avec elle qui a aussi les yeux bleus et la blondeur de l'enfant qu'elle tente d'acheter. Taylor affirme qu'il est la personne idéale, qu'elle veut acheter un bébé, et qu'elle veut acheter un bébé depuis longtemps maintenant. 49 ans, elle a jamais été mère, je pense. La mère a déclaré à la police que Taylor était avec une autre femme qui a demandé quel était le nom de l'enfant. Mais la mère ne l'a pas divulgué. D'une façon ou d'une autre, Taylor et l'autre femme découvrent le nom de l'enfant et elle commence à l'appeler par son prénom. Genre la meuf, elle s'est déjà appropriée. La mère attend que les deux femmes quittent le magasin avant de se diriger vers sa voiture. Sur le parking, Taylor aurait commencé à crier après la mère en disant que si elle ne prenait pas 250 000 $, elle lui donnerait 500 000 $, parce qu'elle veut vraiment cet enfant et qu'elle va le prendre. Puis tu sais, elle est arrêtée et tout, elle sourit, genre j'ai rien fait de mal. Une fois dans la voiture, Taylor se tient derrière un SUV noir à côté du véhicule de la mère. Taylor n'arrête pas de dire qu'elle veut l'enfant et qu'elle est prête à payer 500 000 $ en espèces pour l'acquérir. Finalement, elle monte dans le SUV noir et s'en va. La police déclare que les images de surveillance du magasin correspondent au récit de la mère. L'agent qui rédige l'affidavit se rend au domicile de Taylor pour l'interroger sur l'incident. Elle m'a dit qu'elle n'aimait pas les voleurs, puis elle a déclaré que je pourrais parler avec son avocat et sortir de son précipice. Ensuite, elle a claqué la porte, indique le policier. Je sais pas ce que ça veut dire sortir de son précipice. Et même en anglais, ça n'avait pas de sens en fait. Elle lui a dit en gros, vous irez voir mon avocat, hein, et puis vous sortirez de mon précipice, ok? Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être une expression dont je n'ai pas connaissance, ou peut-être qu'elle avait bu. Selon les archives de la police, jeudi, Taylor est libéré de la prison du comté de Houston. Les efforts de NBC pour joindre Taylor pour commentaire n'ont pas immédiatement abouti, et il n'était pas clair si elle avait retenu les services d'un avocat. Si elle est reconnue coupable, elle encourt un maximum de 2 ans de prison et un maximum de 10 ans, en vertu du code pénal du Texas, et une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Alors, j'ai trouvé l'info sur un autre article, elle a été relâchée sous une caution de seulement 50 000 $. Après, bon, elle n'a pas kidnappé l'enfant, hein, elle a essayé de l'acheter, hein, avec le consentement de la mère biologique, mais je trouve que 50 000 $ de caution pour quelque chose aussi taré, je trouve que c'est pas beaucoup. Donc elle a été libérée sous caution. Et aux dernières nouvelles, c'est toujours en cours et on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe. Moi, ce que je pense, c'est que cette personne, elle faisait les tours des Walmart, comme ça, tu sais, des Walmart et Target et tout, en se disant, bon, je garde l'argent dans ma voiture au cas où je trouve un bébé qui me convient, et comme ça, je suis prête à payer.
Tu vois, je suis prête pour la transaction. Il y a des gens qui font ça, qui vendent leurs gosses. On spécule, hein. Mais c'est peut-être une femme qui a jamais pu avoir d'enfant, ou peut-être qu'elle était pas fertile, que voilà, elle a pas pu biologiquement avoir des enfants, ou qu'elle s'est peut-être jamais mariée, ou quoi, et que voilà. Mais wesh, quand t'as 250 000, tu peux adopter. Alors, pas forcément. Si t'as un casier judiciaire, c'est mort. Elles étaient pas à deux? Si, en fait, elle était avec sa copine. C'est bien connu que c'est mieux de faire du shopping avec la copine. Donc elle faisait du shopping avec sa copine. Eh, regarde ce gosse là-bas. Il est magnifique, il me ressemble. Il passerait trop pour le mien facilement. Et sa copine qui dit, ouais, vas-y, viens, on va essayer de trouver ses blazes. C'est quoi son blaze? Kevin, Kevin, tu veux venir avec nous? À la place de la maman de l'enfant, j'aurais porté plainte. Et j'aurais demandé, enfin, du coup, elle a déposé plainte, je pense, hein, mais moi, j'aurais demandé, c'est sûr, une compensation, dommages et intérêts pour traumatisme moral, hein, sur ma personne et sur la personne de mon enfant dans le caddie qui a entendu la conversation. Et même s'il n'a pas compris parce qu'il n'est pas en âge, ça reste un traumatisme, je suis désolée. J'aurais demandé une compensation financière. Et peut-être qu'elle aurait pu avoir un petit pourcentage des 250 000 balles qui étaient dans la voiture. Non, mais on n'achète pas d'enfant, wesh. Ça s'achète pas. Tu l'adoptes. Ou pas. Eh, si Dieu a décidé que t'en aurais pas, c'est la dure réalité de la vie, hein. C'est comme ça. T'achètes des chats. Voilà, un chat, ça s'achète. Voilà. Bon, sur ce, c'était ça. Ça fait 2 heures qu'on est là à raconter des conneries et à faire des bisous à mon chat. Ce fut très sympathique, comme toujours, évidemment. Merci. C'était un plaisir de vous retrouver. Et venez sur Discord. Je vais aller rester un peu sur Discord avec vous. Bonne soirée. C'est tout pour moi. Et on se retrouve bientôt pour un prochain live. Merci. Et à tout de suite sur Discord.